Commencer, vous y voyez quelque chose? Ah, fantastique. Bonsoir. Merci d'être là. Je vais faire quelques remerciements aussi, si ça ne vous ennuie pas trop. Merci d'être venus si nombreux. Je voudrais remercier bien sûr Jacques Serrano de son invitation à venir pourrir sa soirée, comme il me le demande régulièrement depuis un petit moment. Et je voudrais évidemment remercier la Villa Arson et le théâtre, moi aussi, pour tolérer donc la présence, notre présence ici ce soir. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'images d'un régime un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'images d'explosion, et d'images d'explosion d'un type assez particulier aussi, parce que ce sont des explosions qui sont extrêmement létales, et extrêmement violentes, extrêmement dangereuses. Et donc je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire qui va comporter toute une série de chapitres un petit peu hystériques, connectés entre eux de manière floue, vague, peut-être contradictoire, mais dont j'espère qu'à la fin, au terme de cette histoire, quelque chose comme une compréhension possible du régime singulier d'image, qui est celui, disons, du flash, celui de la saturation du visible par un dispositif explosif, nous amènera quelque part quant à la compréhension non seulement de l'acte kamikaze en tant que tel, mais aussi peut-être de la tradition esthétique très particulière, qui est la nôtre, tradition esthétique de l'art occidental, que cet événement, à chaque fois, de l'image kamikaze, vient problématiser, vient questionner, vient peut-être même détruire, démolir, foutre en l'air. Enfin bref. L'histoire, vous la voyez, commence ici, commence dans le Pacifique, à l'automne 1944, en octobre 1944, pour être précis, lorsque, dans un moment qui peut s'apparenter à un moment de folie stratégique, l'état-major de l'armée japonaise décide de lancer toute une série de ce qu'ils appellent brigades d'intervention spéciale, brigades aériennes d'intervention spéciale, dont la mission, vous la connaissez, n'est nulle autre que d'aller se lancer avec pilotes inclus, contre les navires de la flotte américaine tentant de venir aborder le Japon, en tout cas tentant de, disons, repousser les forces japonaises dans le Pacifique. Et en automne 1944, donc la décision est prise de monter ces brigades et de, comment dirais-je, leur faire faire quelque chose qui paraissait ou qui pouvait sembler complètement étrange, complètement bizarre, à savoir, disons, demander aux meilleurs soldats d'une armée déjà passablement entamée, demander aux meilleurs soldats de se sacrifier de manière ultime pour cette armée elle-même. Bon, la première de ces brigades, c'est le hasard qui l'a voulu, d'une certaine manière. Chacune de ces brigades possédait un nom propre. La première de ces brigades à s'envoler s'appelait Brigade Kamikaze et effectivement a rencontré dans le Pacifique, voilà, ici c'est le destroyer Saint-Lô, le premier destroyer à avoir été, plutôt c'est davantage qu'un destroyer, c'est une espèce de porte-avions, de petit porte-avions, qui est le premier à avoir été détruit par la première vague et même par le premier avion de la première vague de cette brigade qui portait un nom très singulier, donc je vous le disais, qui est le nom de Kamikaze. Alors le nom de Kamikaze est un nom qui doit être qui est un nom très intéressant, parce que c'est un nom qui doit être compris de manière fine dans le contexte japonais. Kamikaze, ce n'est pas un mot comme les autres. Ce n'est pas un nom commun qui désignerait un type particulier de pratique. Kamikaze, c'est un nom propre. Et c'est un nom propre qui est constitué de deux autres noms propres, disons, d'un nom de catégorie et puis d'un nom propre. En l'occurrence, le premier membre de Kamikaze, Kami, pour ceux d'entre vous qui êtes frottés de shintoïsme, ça désigne bien évidemment le dieu esprit, un dieu esprit comme ceux qui habitent les rivières, les forêts, les nuages, le soleil, etc. etc. Donc l'espèce de force divine qui anime tout ce qui existe dans la nature, jusqu'au rocher. Et Kaze désigne quant à lui le vent, ou plus particulièrement un vent particulier, le vent qui souffle sur la plaine de Ise, au Japon, donc, plaine où se trouve le sanctuaire de la déesse Amaterasu, Kami du soleil,
plus grande déesse du panthéon japonais, dont l'empereur du Japon était postulé descendre en ligne directe. Donc kamikaze, c'est ce vent-là, c'est un vent particulier, ou l'esprit, disons, qui habite un vent particulier, qui se trouve devenir le nom de cette première flottille qui s'envole chargée, de flottille de Mitsubishi M6 0, ces petits avions tout fragiles dont Miyazaki a raconté dans un très joli dessin animé la naissance. Et donc c'est ce vent-là que cette première brigade est supposée incarner, non seulement dans son rapport avec la manière dont ce vent se trouve, disons, géographiquement situé à l'intérieur de l'espace sacré du Japon, dans sa relation avec le pouvoir impérial, mais aussi dans sa relation à l'histoire, à l'historiographie, parce qu'il se fait que, ça c'est le sanctuaire de la déesse Amaterasu, qui est un sanctuaire qui est reconstruit de zéro à peu près tous les 50 ans. Vous avez toujours la version ancienne qui est à l'arrière, qui est laissée intacte, pourrissant plus ou moins, et à la place, juste devant, on construit une version nouvelle, puis ensuite, à la place de la version ancienne, on reconstruira une autre version nouvelle, etc., dans une espèce de jeu de domino, comme ça. Sauf que voilà, donc dans l'historiographie japonaise, kamikaze est intervenu à plusieurs reprises pour sauver le Japon des dangers qui le menaçaient, dont l'invasion, la tentative d'invasion que Kubilai Khan, au XIIIe siècle, avait tenté de mener. Ce qui se passe, c'est que, courroucé par cette agression, Amaterasu mandate kamikaze de se lever, de souffler sur les flots, de déclencher des typhons. La flotte s'effondre, s'écroule, coule, etc., etc. Bref, c'est un gros plantage et Kubilai Khan retourne la queue entre les jambes. Dans son pays, le Japon est sauvé. Le nom, donc, de cette première brigade qui s'envole est le nom de ce souffle-là, ce souffle censé protéger le Japon des agressions extérieures en déclenchant la puissance du divin contre les agresseurs qui sont censés qui tentent de lui porter atteinte. Alors évidemment, vous savez bien sûr que si aujourd'hui on parle de kamikaze, c'est bien entendu sur base de cette espèce de scène inaugurale. Alors, il y a des crépages de chignon chez les géopoliticiens et les spécialistes de l'histoire du terrorisme qui vous diront que, de fait, kamikaze ne peut se dire que dans le cadre des troupes aéroportées japonaises et qu'on ne peut l'utiliser que dans ce contexte-là et que toute autre forme de destruction organisée à l'intérieur de laquelle disons, le protagoniste lui-même se trouve détruit, ne doit pas forcément être appelé kamikaze, mais il se fait que les journalistes en ont décidé autrement. Et dès ce premier événement, donc la destruction du Saint-Lô dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui était un nom propre est devenu très vite un nom commun qui a été réutilisé dans toute l'histoire des destructions toute l'histoire, si vous voulez, des attentats suicides. Créant, si vous voulez, une espèce de logique ou une espèce de paradigme de la destruction dont on peut retrouver les sources les plus profondes dans la scène que vous voyez derrière moi, qui se déroule en 1881 à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire un jour où le tsar Alexandre II revient de sa tournée d'inspection et qui fait tous les dimanches. Il va aller visiter les manœuvres des experts du manège, donc les grands cavaliers de son armée. Il va aller regarder ce qu'ils font, puis il retourne à son palais. Sur le tour du palais, voilà ce qui se passe. Une espèce d'explosion extrêmement violente a lieu, qui ne détruit pas le carrosse, parce que le carrosse, qui est un cadeau de Louis-Napoléon Bonaparte, ce grand paranoïaque, était un carrosse blindé, fumé, etc. Le tsar sort, et là, une seconde explosion a lieu. Un gaillard jaillit de la foule qui entourait la scène pour balancer un projectile qui explose au pied du tsar, le blessant mortellement, mais aussi blessant mortellement le lanceur de l'objet en question, objet qui n'est autre qu'une invention relativement récente, une invention qui a une quinzaine d'années à l'époque, invention qui avait été signée donc en 1866 par Alfred Nobel, qui est le bâton de dynamite. Avant
l'invention par Alfred Nobel du bâton dynamite et du composé très particulier qu'il constitue. Une action de destruction comme celle qui avait été tentée, le type d'attentat qui avait été, comme celui qui avait été vécu à cette époque, était évidemment quelque chose de totalement impossible. Il a fallu une invention technique très particulière, basée sur la possibilité du déploiement d'une force incommensurable à la force humaine, pour que quelque chose comme la destruction de l'agresseur en même temps que de sa cible puisse être même envisageable. Évidemment, dans le cas ici des attaquants qui faisaient partie d'un groupe, comme il y en avait plein en Russie à l'époque, un groupe, disons, révolutionnaire nationaliste, c'était un peu une mauvaise surprise. Ils ne s'y attendaient pas vraiment à ce que ça leur pète dans la gueule. Mais l'essentiel est cette intervention d'une invention technique particulière, la dynamite, comme transformant de manière radicale la scène de la destruction et le transformant sur base de ce principe particulier qui est celui de l'explosion. Alors, pourquoi est-ce qu'il me... Voilà. Ça va se poursuivre. Ici, on est en 1981 à Beyrouth. Je vous le montre parce que c'est la première occurrence. Alors, celle-ci n'est pas vraiment... Ce n'est pas la destruction de 1981, mais disons c'est une référence à la destruction de 1981. Ici, on est en 1983, enfin peu importe. En 1981, première attaque de l'ambassade américaine de Beyrouth par un camion chargé de dynamite, qui est le premier moment, disons, de l'apparition, c'est le moment de l'apparition des stratégies kamikazes au Proche-Orient et le retour du vocable kamikaze dans le chef des observateurs qui vont le réutiliser contre, à nouveau, la volonté des spécialistes. Et ce qui m'intéresse davantage, d'une certaine manière, c'est ça. C'est le fait que ce dont il est question avec aussi bien les explosions comme on a pu en connaître, les actes de destruction comme on a pu en connaître ici en France l'an dernier, comme on a pu en connaître à l'époque du 11 septembre 2001, comme on a pu en connaître en 1981 ou depuis 1981 au Proche-Orient, comme on a pu en connaître également dans toute une série de pays de l'Afrique et de toute une série de pays de l'Asie. Pensez au Sri Lanka, par exemple, qui a connu de très nombreux cas de kamikazes. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, depuis 1881, en passant par ce moment clé qui est celui de la création de la figure du kamikaze au Japon, quelque chose se passe dans le domaine de la guerre, qui est quelque chose qui ne relève pas de la volonté de victoire. C'est-à-dire qui ne relève pas de la tentative de vaincre quelqu'un, de vaincre un ennemi, suivant les paramètres qui seraient les paramètres de la guerre classique, c'est-à-dire d'un affrontement de forces dans lequel le plus malin, le plus agile, le plus rapide ou simplement le plus puissant l'emporte sur l'autre. Ici, il s'agit de situations qui sont des situations d'un déséquilibre absolu, dans lequel, pour se soustraire à la possibilité d'un rapport de force, un dispositif particulier, le dispositif de l'autodestruction explosive, est convoqué afin de provoquer un effet qui soit un effet qui permette de se soustraire aux coordonnées de la guerre, de se soustraire aux coordonnées de la violence réglée par les principes de la guerre. Il s'agit d'une certaine manière d'une opération de dérèglement de la logique de la guerre, de telle sorte que, plutôt qu'avoir à vaincre son ennemi, ce soit l'ennemi lui-même qui entame, sous l'effet de l'événement auquel il est confronté, des gens se jettent avec leur avion de manière délibérée sur des bateaux, des gens se jettent contre des bâtiments au volant d'un camion, sachant très bien qu'ils n'y échapperont pas, etc., de telle sorte que, par effet, une espèce d'effet de retour, une espèce d'effet de panique ou une espèce d'effet de paralysie ou de sidération, quelque chose comme un processus d'autodestruction de l'ennemi s'opère sans que l'on ait plus grand-chose à faire. Il s'agit d'une certaine manière de remplacer une logique de guerre, une logique polémologique traditionnelle par un dispositif qui est un dispositif de nature esthético-psychique, si vous voulez. C'est-à-dire d'imposer une image très particulière. C'est pour ça que je vous ai montré l'image de la destruction du Saint-Lô. Première attaque, il y a un photographe dans la flottille qui prend la photo du premier bâtiment naval qui explose. Nous avons des photos d'à peu près toutes, des photos, des films, d'à peu près toutes les grandes destructions de cet ordre qui ont lieu. Il s'agit à chaque fois, d'une certaine manière, d'une image qui intervient et qui vient définir un moment très particulier du temps, un moment très particulier de l'histoire, un moment très particulier d'un état des rapports de force, afin précisément de devenir l'instrument
de cette espèce d'autodestruction dont je dirai davantage dans un instant, qui est peut-être la seule chose que l'on peut espérer de la logique kamikaze. Alors cette image-là, c'est une image, la destruction du Saint-Lô, le 11 septembre, j'y reviendrai dans un instant, ce sont des images qui au fond nous sont relativement familières. Ce sont des images qui nous sont familières pas simplement parce qu'on en voit au journal télévisé, on en voit dans les journaux, mais parce qu'elles nous rappellent un régime esthétique singulier, propre à la culture qui est la nôtre, qui est le régime du blockbuster. Qu'est-ce que c'est qu'un blockbuster ? Bon, le mot le dit lui-même de manière très très claire. Un blockbuster, c'est ce qui fait exploser un bloc, c'est-à-dire ce qui fait exploser un bloc d'immeuble. C'est ça que ça signifie un blockbuster. Ça fait exploser un bloc d'immeuble au sens premier, où ça fait exploser les scores du cinéma. Vous avez la queue qui se forme tout au long du bloc pour aller voir le film que tout le monde veut voir, etc. Bon, le sens premier qui est un sens immédiatement figuré, mais c'est aussi un blockbuster, c'est aussi un film qui lui-même met en scène son propre procédé de conquête du monde. La manière par laquelle le bloc va exploser et de fait la foule se masser passe d'une certaine manière obligatoirement, de manière nécessaire, par une destruction qui est une destruction d'immeubles, une destruction de matière, une destruction d'objets, par une destruction qui peut atteindre des mesures immenses, qui peut aboutir à la destruction de monde ou à la destruction du monde, comme c'est le cas dans le film dont vous voyez un photogramme dans mon dos, puisqu'il s'agit d'un photogramme extrait du film de Roland Emmerich, un grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, 2012, film qui est très intéressant pour notre petite histoire parce qu'il met un mot, il met un nom sur le type particulier de relation que l'on entretient avec ces images, mot ou nom qui a été forgé par le journaliste Stephen Colbert, journaliste de la télévision américaine qui avait un show satirique sur une chaîne du câble qui aujourd'hui présente le Late Night. Stephen Colbert qui en 2012, à la sortie du film, critique le film, s'en moque joyeusement et invente le syntagme « destruction porn » comme une espèce de manière de synthétiser, le porno de la destruction, comme une espèce de manière de synthétiser ce qui se passe de libidinal à l'intérieur de cette espèce de système d'image qui nous fascine et dans lequel la destruction du solide, la destruction de la matière devient le principe même du succès. Destruction de la matière, donc je vous dis, qui atteint, dans le cadre de 2012, la destruction du monde, puisque pour ceux qui ne connaissent pas le film et qui ne le verront jamais, enfin en tout cas je vous le souhaite, consiste tout simplement de fait en une espèce de déstabilisation du noyau de la Terre qui entraîne un immense tsunami qui rase tout, détruit tout, à l'exception bien évidemment de ceux qui ont suffisamment d'argent pour se payer un ticket pour une espèce de nef, de nouvelle arche de Noé. Voilà. Un film qui véritablement fait sauter le monde entier. D'autres exemples, ici, le deuxième épisode de L'Arme Fatale, Die Hard 3, enfin, vous voyez la logique, on aurait pu prendre évidemment La Guerre des Étoiles en 1977, on fait péter des planètes quand même. Comme autant d'exemples d'une certaine manière de cette logique du blockbuster comme logique de la destruction et logique aussi de ce qu'on en attend, c'est-à-dire du plaisir particulier que l'on en attend. Il se fait que cette idée de destruction porn, l'idée de sidération à l'intérieur d'un dispositif guerrier, ces deux idées-là ne sont pas sans lien les unes avec les autres. Ce sont des idées qui nous ramènent de manière immédiate à la logique des affects qui accompagnent dans la tradition esthétique de l'Europe occidentale notre relation aux images. Les images ne sont jamais des choses qui sont distantes de nous-mêmes. Ne sont jamais des choses que l'on peut mettre loin de nous. Ce sont des choses dans lesquelles, nous sommes impliqués sous la forme d'un continuum, qui est un continuum d'affect, pour utiliser le mot Spinoza, on pourrait dire d'émotion si vous voulez, mais c'est un petit peu plus tard. Un continuum qui est un continuum intensif, ce n'est pas un continuum de pure analyse abstraite, de pure rationalité. Et il se fait que, de fait, la tradition esthétique occidentale, depuis ses origines, a pensé la relation aux images comme étant une relation de nature intensive. Non pas une relation neutre, mais une relation qui nous implique au plus profond
de nos émotions et au plus profond des désirs qui viennent motiver nos émotions ou nos affections. Et c'est une autre scène que je vais vous raconter qui se passe au début du XVIIIe siècle, qui est une scène qui synthétise très très bien tout cela. Début du XVIIIe siècle, dans la classe supérieure de l'Angleterre, du Royaume-Uni qui depuis une grosse quinzaine, vingtaine d'années s'est libéré du joug de la dictature de Cromwell, a inauguré un régime, premier régime parlementaire, disons moderne, de l'histoire tout court. Parmi les passions de la classe bien née, il y a celui de se frotter, à un moment donné de sa jeunesse, avec ce que l'Europe a de plus beau et de plus grand. Donc vous faites un grand tour, ce qu'on appelle un grand tour, un tour d'Europe. Vous allez voir, vous allez à Athènes, voir le Parthénon, vous faites le tour de l'Italie, une partie de la France. Et parmi les étapes de votre voyage, vous allez en Suisse, voir le lac de Genève et regarder les montagnes. Vous allez regarder les Alpes. Et il se fait que pour les voyageurs de la fin du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, le spectacle des Alpes, qui pour nous est le spectacle de carte postale par excellence, leur fait quelque chose de très très fort. L'Anglais bien né qui débarque de son île et qui est confronté aux cimes enneigées en éprouve quelque chose d'un petit peu violent, quelque chose qui va être formulé, mis en mots de manière très particulière par certains de ces voyageurs, comme par exemple Lord Shaftesbury, qui raconte son voyage dans un livre qui fait paraître en 1704. Ça leur inspire un affect qui est un affect dans lequel il raconte que se mêlent le plaisir et la terreur, affect auquel il donne un mot, il donne un nom, qui est le nom de sublime. Et sublime le spectacle de force si puissante qu'elle nous replace, nous, spectateurs, dans une situation qui est une situation de finitude absolue, une situation dans laquelle nous nous rendons compte du fait qu'il y a autre chose que des forces humaines à l'œuvre et des choses qui sont incommensurables avec nous. Le sublime, c'est ça, c'est le spectacle de ces forces si grandes qu'elles nous font sortir du domaine du beau. Vous connaissez la distinction, qui est une distinction évidemment classique entre beau et sublime de ce point de vue-là. Le sublime n'a rien à voir avec le beau. Le sublime est terrorisant. Le sublime a à voir avec la mort, si vous voulez. Bon. Or, il se fait qu'exactement au même moment, toujours à Londres, on se crève pas mal le chignon autour d'immigrés français qui font un peu chier. Il s'agit de protestants venus des Cévennes et fuyant les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes, les poursuites incessantes dont il faut l'objet, leur vie est vraiment pourrie. Donc, ils décident de se barrer de France pour aller dans ce nouveau royaume de la démocratie et du parlementarisme qu'est le Royaume-Uni. Ils s'y installent. Le problème, c'est que les protestants cévenols c'est pas du tout l'image, le cliché que l'on peut avoir du protestant austère, mesuré, habillé en noir. Vous voyez, c'est tout le contraire. Ce sont des protestants apocalyptiques qui se livrent à des sermons extrêmement théâtraux, miment des possessions, prédisent des choses absolument terribles, enfin, font toute une espèce de théâtre, se livrent à toute une espèce de théâtre extraordinaire qui gêne la bonne société londonienne ou une partie de la bonne société londonienne qui commence à se disputer et se lancer des pamphlets à la figure d'un côté et de l'autre pour savoir si faut qu'ils arrêtent ou au contraire, mais non, laissons-les. Nous avons obtenu enfin que la question de la religion fasse l'objet de tolérance. Il n'y a pas de raison de revenir sur ce point, jusqu'à ce que le débat s'envenime et donne lieu à un procès retentissant, procès dans lequel Lord Shaftesbury, encore lui, intervient. Il intervient avec un petit texte, une lettre à un puissant du royaume, lettre publique bien sûr, dans laquelle il raconte pourquoi il se sent personnellement un petit peu gêné par ces manifestations un peu bruyantes de foi religieuse, de possession religieuse, etc. Mais il dit, voilà, ces gens n'ont pas beaucoup, sont très sérieux, ces protestants cévenols, mais ce n'est pas parce qu'ils sont très sérieux qu'il faut les foutre en prison ou qu'il faut leur retirer la jouissance de cette tolérance. Et il utilise un mot très singulier, là aussi, pour désigner le spectacle de ce qu'il voit. Il dit, et c'est le titre de sa lettre du reste, c'est une lettre dite sur l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est très intéressant comme mot, parce qu'enthousiasme, si vous revenez à l'origine grecque du mot, à son étymologie, c'est quoi? Enthusiasmos. C'est le souffle divin qui vous traverse. C'est la manière dont vous êtes traversé
par le souffle divin. L'enthousiasme, si vous voulez, c'est la traduction en grec, donc en anglais, en français, du mot kamikaze, dépersonnalisé d'une certaine manière. C'est la manière dont une force plus grande que vous-même prend possession de vous-même et vous fait faire un certain nombre de choses, force qui est effectivement de l'ordre du divin, qui n'est pas de l'ordre en tout cas de l'humain. On est à ce moment-là, bon, c'était un grand moment de querelle religieuse, secte religieuse, c'est pour ça que je vous ai mis cette illustration derrière, vous voyez toute une série de sectes qui, à cette époque, se disputent le public, l'intérêt du public à Londres. Il est intéressant de voir, donc, c'est là où je veux en venir, que la naissance du sublime et la naissance de l'enthousiasme comme prise en considération de la folie religieuse en tant que possession par des forces particulières qui naissent en même temps. Et c'est d'autant plus intéressant que cette naissance ne va pas cesser de s'approfondir avec le développement de l'esthétique occidentale. Chez Edmund Burke, chez Emmanuel Kant, la question du sublime et la question de l'enthousiasme va se resserrer de manière de plus en plus forte, jusqu'à aboutir aux thèses de Burke et de Kant sur la Révolution française, comme étant le lieu même du sublime, en tant que le sublime a toujours trait à l'affect de l'enthousiasme. L'affect du sublime, c'est l'enthousiasme. Dans le cas de la Révolution française, pour Kant, Kant est très critique sur la Révolution française. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il n'y a pas vraiment eu d'acteur de la Révolution française. La Révolution française a été un spectacle. Et un spectacle qui était de l'ordre du sublime parce qu'il était le spectacle de la mort mise en scène, et un spectacle d'une mort qui dépasse l'entendement humain, un spectacle d'une mort démesurée. Ce qui explique, selon Kant, le fait que l'affect des spectateurs témoins de la Révolution française, en ce compris ceux qui siégeaient dans les assemblées, etc., était précisément l'affect de l'enthousiasme. Il y a un lien direct entre révolution politique, enthousiasme sublime, mort, violence, force qui nous dépasse, destruction, dans une espèce de constellation, pour utiliser le mot de Walter Benjamin, constellation de sens, dans lequel les mots ne cessent de se distribuer l'un dans l'autre. Alors, je pense qu'on va passer sur le 11 septembre. Je crois qu'il y a des choses qui sont quand même assez marrantes à raconter à son égard. Quoique non. Il y a quelque chose de paradigmatique dans cette image qui me permet de revenir un petit moment sur le fait que, quand je parle de kamikaze, ici, malgré cette digression sur la question de l'enthousiasme et la question du sublime, de toute façon, je vais y revenir dans un instant, mais la question est vraiment celle-là. Ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, c'est le monde s'est arrêté. Le flux des images dans lesquelles nous évoluons, il y a eu une espèce d'effet de freeze, une espèce d'effet de gel, d'arrêt sur image. Et pendant 2 jours, ce flux a été remplacé par une seule image qui a tourné en boucle et qui en est arrivée à définir un moment de l'histoire et à définir même le moment d'une existence. Tous ceux qui en ont été témoins se souviennent très bien, etc. Vous connaissez le truc, se souviennent très bien où ils étaient, tout ça. C'est-à-dire que s'est opéré là une véritable OPA, j'ai envie de dire une OPA hostile, à l'intérieur du monde des images, OPA dont l'effet planétaire, l'effet impliquant des milliards de personnes est, et c'est horrible à dire, disproportionné par rapport à la destruction réelle qui s'est réalisée. C'est le moyen technique mis en œuvre, ainsi que d'une certaine manière l'efficacité imaginale, l'efficacité esthétique de l'acte, qui en a fait l'acte le plus violent, peut-être, de l'histoire du terrorisme moderne. Ce qui fait sa violence ne sont pas les résultats effectifs, mais cet impact et les affects qu'il suscite, que cette image-là, en particulier, a produite. Témoin de ça, je crois, ce qui nous rapproche là, de la question du sublime, la manière dont on a tenté de circonvenir, au fond, la destruction qui a eu lieu. C'est extraordinaire dans les
et tentatives qui ont été mises en œuvre. Ici, vous reconnaissez la maquette originale de Daniel Libeskind pour le projet de ce qu'il appelait Freedom Tower, Tour de la Liberté, dont la structure, vous voyez derrière, biseautée avec cette flèche finale, rappelle de manière symétrique la forme même de la Statue de la Liberté qui se trouve au premier plan. Et monument dont la hauteur, 1776 pieds, était une référence immédiate à la déclaration d'indépendance américaine. La date de la déclaration d'indépendance américaine devait se transformer en la hauteur de ce monument, Freedom Tower, déclaration d'indépendance. Vous voyez la monumentalité historique conviée à l'intérieur d'un bâtiment censé conjurer la destruction d'un autre, qui était un bâtiment emblématique. Et l'ironie de cette histoire, c'est que dans le plan de Libeskind, qui n'a pas été sélectionné, qui a été sélectionné mais qui n'a pas pu se construire parce que le locataire des Twin Towers n'était pas du tout content du fait que le bâtiment n'arrêtait pas de se restreindre, ça lui faisait des mètres carrés en moins à louer, et donc il a protesté. C'est un autre bâtiment qui a été construit avec davantage de mètres carrés, mais la même hauteur, 1776 pieds, c'est plusieurs dizaines de mètres en plus que le monument original, comme que les tours originales, comme s'il n'était possible de racheter la destruction de quelque chose que par une monumentalité supplémentaire, comme si le monument à l'événement devait dépasser l'événement lui-même, ou devait dépasser le lieu de l'événement, comme s'il y avait une espèce d'excès qui devait avoir lieu, qui témoignait d'une certaine manière d'une espèce de rachat qui ne pouvait se faire que par l'excès. Donc là, on touche aussi, je crois, à la question, de manière très indirecte et peut-être très lointaine, on touche également à la question du sublime en tant que régime des forces, en tant que tentative d'opposer à une force particulière, la force de cette image, la force d'une autre image, l'image d'un monument qui pourrait racheter, d'une certaine manière, par sa propre puissance, celle de l'explosion radicale qui a eu lieu. Je le disais donc, espèce de constellation de mots, sublime, enthousiasme, mort, destruction, qui peut s'incarner pour Kant dans la Révolution française, qui s'incarne pour Edmund Burke à la même époque que Kant dans cette autre scène très célèbre dont a parlé d'ailleurs Michel Foucault, l'exécution de François Damien, un individu qui avait tenté d'assassiner le roi Louis XIV et Louis XV, oui, qui avait tenté d'assassiner Louis XV et qui a raté son coup et à qui on a fait donner la torture et qui est le dernier à avoir souffert, dans l'histoire de la modernité, à avoir souffert la torture jusqu'à la fin, et qui est un moment très très intéressant, non pas seulement à cause du public qui est massé, mais à cause, si vous voyez dans les détails des bâtiments, vous vous rendez compte que toutes les fenêtres sont des fenêtres qui sont saturées de petites silhouettes. C'était les balcons que la noblesse louait à prix d'or aux propriétaires des bâtiments pour pouvoir être vus voyant le spectacle, c'est-à-dire pour témoigner par leur regard du fait qu'ils se trouvaient bien derrière le roi et qu'ils étaient, d'une certaine manière, qu'ils étaient là, effectivement en soutien. Et pour Burke, le moment du sublime, c'est ce moment-là. Il considère l'exécution de Damien, qui est une exécution qui a duré des heures, une exécution véritablement abominable, foirée de part en part, et absolument insoutenable. Cette exécution-là était pour lui l'incarnation même du spectacle sublime, en tant que spectacle, bien évidemment, on est tous là pour regarder quelque chose, en tant que spectacle qui produit des affects qui sont des affects forts, les affects les plus forts, l'affect de l'enthousiasme, et qui a rapport immédiatement avec la mort et avec la destruction, comme s'il était impossible que le sublime puisse être autre chose que négatif. Alors ici, bon, ça, je vais passer, c'est le petit film de Inaritu, qui est un film voilà, qui utilise cette image célèbre du falling man, de l'homme qui tombe, dont on n'a jamais su qui c'était d'ailleurs,
qui est devenue une image iconique, une image invisible, enfin une image impossible à regarder d'une certaine manière. Et que Inarritu entrecoupe dans son court-métrage sur le 11 septembre d'images noires. Il n'arrête pas de... Comme s'il était impossible de véritablement y voir quoi que ce soit quand on y regardait à ce genre de choses. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, pour en revenir à la figure du kamikaze, et au fait qu'il s'agisse à chaque fois d'une image d'explosion, ce qui m'intéresse, c'est cette logique de la puissance qui est en jeu dans le kamikaze, qui est une logique, donc vous aurez compris, qui pour moi est de part en part une logique esthétique. C'est le moment où la guerre devient une guerre des images. C'est l'image la plus forte qui l'emporte. Et l'image la plus forte est l'image qui réveille en nous cette espèce de bizarre fascination pour l'exercice de force qui nous dépasse. Ce qui fait que dans les images de la destruction, même la destruction qui nous frappe, il y a un investissement de notre part qui est un investissement libidinal maximal, en fait, un investissement de désir, et aussi une forme très particulière de jouissance qui est une forme de jouissance maximale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont cette image, l'explosion, comme effet de visibilité, est aussi en même temps un effet d'invisibilité qui fait que ce qu'il y a véritablement à voir est autre chose que ce que l'on voit. Effet de visibilité, premier abord, qui est en réalité autre chose qu'un effet de visibilité directe, mais qui est un effet de visibilité indirecte, qui d'une certaine manière nous force à voir autre chose, ce qui est la logique même du flash. L'invention du flash, qui est une invention basée là aussi sur un dérivé très particulier de la poudre explosive. L'invention du flash, c'est quoi? C'est l'invention d'un dispositif qui vise au fond à aveugler pour pouvoir rendre visible ceux-là même qui ont été aveuglés sur une petite feuille de papier. Aujourd'hui, évidemment, les flashs n'aveuglent plus. Pendant très longtemps, à la place d'aveugler, ils nous mettaient des petites taches rondes, des petites taches oranges dans les yeux. Mais enfin, il s'agit, d'une certaine manière, avec le flash, de s'attaquer à la vue, de s'attaquer à la vision, de s'attaquer à la visibilité, de telle sorte qu'une photographie, nous, le sujet photographié, puisse être rendu visible. Et j'ai l'impression que ce dont il est question dans tout ce que je vous ai raconté ici, les kamikazes, le 11 septembre 1981, ce dont il est question dans la relation particulière que ces images entretiennent avec la tradition que je viens de vous rappeler très brièvement de ce lien sublime, enthousiasme, etc., relève précisément cela, relève de la logique du flash. Et qu'est-ce que ces images peuvent nous faire voir, et que l'on ne voit pas d'habitude, mais que l'on peut voir grâce à elles, en étant ébloui d'une certaine manière par elles, en étant obnubilé et obligé à les regarder en face, ce qu'elles nous font voir, c'est précisément le fait qu'il existe dans le domaine du visible quelque chose qui est de l'ordre d'un ordre autorisant ou n'autorisant pas l'accession visible de telle ou telle chose. Ce dont il est question avec les attentats qui ont eu lieu en France, même si là pour le coup les images sont extrêmement rares, c'est la possibilité de faire voir à l'intérieur d'un espace public qui ne veut pas le voir un certain nombre de figures, un certain nombre de corps, un certain nombre de discours. D'une certaine manière, l'attentat kamikaze est un attentat contre l'ordre du visible et un attentat qui nous oblige pour un bref instant à considérer le visible autrement que comme quelque chose de naturel. On ouvre les yeux et donc on voit, mais comme quelque chose qui est véritablement structuré, construit, constitué et polissé au niveau le plus puissant, d'une certaine manière, au niveau le plus politique. Et pour terminer là-dessus, je pense que s'il y a eu quelque chose de grave et quelque chose de triste qui s'est passé en 2015, c'est la manière dont la possibilité ou la chance, une chance sinistre, qui nous a été offerte de remettre en question l'ordre du visible à l'intérieur duquel nous vivons, est une chance qui a été mise de côté, qui a été écartée au profit d'une tentative ou d'une stratégie de forclusion au sens pratiquement psychanalytique du terme, c'est-à-dire de reclôture de l'ordre du visible sur ces principes, forclusion qui a pris la forme de l'ensemble des mesures avec lesquelles nous avons à vivre désormais aujourd'hui, puisque je vous rappelle que ça va bientôt faire 1 an que nous vivons en état d'urgence. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'il peut y avoir des questions, c'est permis.
qu'il y a des questions? Pas de questions. Joseph? Laurent, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur l'ordre, ce que tu appelles l'ordre du visible, l'ordre policé du visible, l'ordre construit du visible, qui nous aurait été en quelque sorte dissimulé récemment, en 2015. Pour moi, c'est un peu allusif. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu? Oui, moi je pense que comment dire, la question est vraiment celle-là. Quand une image vient vaincre le flux quotidien des images, d'une certaine manière, elle fait mentir son fonctionnement. C'est ça que je trouve assez fascinant. C'est-à-dire que plutôt qu'une action qui est une action effective sur des corps, qui a effectivement lieu et qui est réductible, bien évidemment, il y a une action qui est de l'ordre de la surprise, de l'imprévu, de l'événement et de l'événement scandaleux, événement qui suscite immédiatement, comme tout scandale, son propre appétit, l'appétit pour lui-même. Et de ce point de vue-là, toute irruption d'image plus forte que les autres images, immédiatement, me semble-t-il, dire quelque chose de ce que c'est que le régime quotidien de cette espèce de flux d'images permanents, images qui n'arrêtent pas d'une certaine manière, faire la compétition pour elles-mêmes, sans que cette compétition prenne davantage, la plupart du temps, qu'une forme anecdotique. C'est la forme de l'image qui nous scandalise le matin quand on ouvre Facebook, et puis le lendemain, c'est une autre image, ou même en cours de journée, après qu'on ait digéré un petit peu, c'est de nouveau une autre image, etc., etc., etc. Et je pense que ce qui rend l'hyperbole kamikaze de plus en plus intéressante, c'est précisément la manière dont cette logique-là, la logique kamikaze, est devenue, d'une certaine manière, le seul mode possible d'effraction de la logique du visible à l'intérieur de laquelle nous sommes pris, le seul sabotage possible. Et évidemment, de ce point de vue-là, ça en dit long sur la manière dont, en temps ordinaire, ce qu'on voit est juste pas questionné. La manière dont les choses sont présentées à nous, la manière dont les choses sont sélectionnées ou pas sélectionnées. Moi, je crois très très fort dans cette idée, qui est une idée pas très originale. Jacques Rancière la défend depuis des années. La logique, d'une certaine manière, du partage du sensible, pour moi, c'est aussi une logique du partage des images, c'est-à-dire l'accession possible d'une image à la visibilité. À quelles conditions une image peut-elle accéder à la visibilité ou pas? Comment faire? Aujourd'hui, on est obligé de l'accompagner, par exemple, de taglines invraisemblables. Ce que ce type fait est incroyable, cliquez ici pour en savoir plus, etc. Bon, on est obligé d'entourer de ces images une espèce de storytelling pour le capter. Moi, il est de la nature, d'une certaine manière, de la politique, d'intervenir à l'intérieur de l'espace du sensible, compris comme un espace esthétique d'image. Pour moi, les images, c'est doit être compris dans un sens aussi extrêmement large. De ce point de vue-là, enfin, je sais pas, pour moi, ça tombe un petit peu sous le sens que la question de l'accession et des conditions d'accession fait partie. C'est peut-être même la seule tâche aujourd'hui de la politique. C'est à peu près la seule tâche que les politiciens, en tout cas, se donnent. Je lisais l'autre jour, c'était Aude Lancelin qui racontait, révélait, je ne sais pas, pour moi c'est une surprise en tout cas, qu'aujourd'hui le président François Hollande passait 30% de son temps à se soucier de ce que les journalistes disaient, filmaient, faisaient sur lui. Un tiers du temps du président de la République consacré à son image médiatique et à ce qui est visible de lui et ce qui n'est pas visible. Je pense qu'effectivement, ça fixe d'une certaine manière le pouvoir exécutif comme pouvoir de décider ou de ne pas décider, ou de tenter de décider ou de ne pas décider quelle image a droit de citer et laquelle n'a pas droit de citer. Laurent, je voulais poursuivre peut-être cet échange sur un point, parce que tu montres ces images d'attentats kamikazes, puisque c'est comme cela que l'on appelle maintenant, c'est devenu une espèce de nom générique, les attentats suicides, en montrant effectivement qu'elles vont faire brèche dans l'ordre du visible. Mais il n'y a peut-être pas que ça, il y a certaines violences, et je pensais, en vous écoutant l'un et l'autre, que le journaliste brûlé dans sa cage
par l'État islamique est aussi une image insoutenable, une image qui a essayé de ne pas être montrée. On peut même auparavant voir ce qu'il pouvait y avoir d'horreur et de sublimité dans la fameuse image du supplice du Chinois que Georges Bataille avait constamment dans son portefeuille. Ça serait le premier point. Je n'y vois pas, si tu veux, une spécificité de l'attentat-suicide. En revanche, il y a une spécificité de l'attentat-suicide, et ce que tu disais était fort intéressant. C'est peut-être ce qui nous terrorise en lui, c'est que celui qui le commet en étant prêt et décidé à mourir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, même s'ils se sont jetés sur les bateaux américains qui étaient dans la rade de Pearl Harbor, des Japonais, et encore moins de celui qui a essayé de faire sauter le carrosse du tsar. Il espérait s'en tirer. Bon, il ne s'en est pas tiré, manque de peau, ça lui a, comme tu dis, pété à la gueule. Quant aux Japonais, le but, évidemment, c'était bien cela, mais ils avaient été envoyés en mission. S'ils avaient pu lancer des bombes sur ces bateaux, sur la flotte américaine, ils l'auraient fait. Sauf que la distance était telle qu'ils n'avaient pas assez de carburant pour revenir. Ils ne pouvaient pas aller à Pearl Harbor, larguer leurs bombes, faire sauter la flotte et repartir au Japon. Donc, il était inscrit dans l'ordre qui leur avait été donné de se précipiter. Donc, si tu veux, je mettrais ça à part. Je dirais que la vraie terreur, ce qu'il y a de plus terrorisant, c'est l'idée que celui qui l'accomplit est déjà dans sa propre mort, dans sa propre destruction, que c'est un acte extrêmement particulier par rapport à d'autres formes d'attentats qu'on a pu connaître en Europe au moment où il y avait les mouvements anarchistes qui faisaient péter des bombes un peu partout, ou à d'autres moments de l'histoire ou dans d'autres circonstances. Merci Françoise. Alors, je vais répondre à tes deux questions. D'abord, un point de détail. Ils devaient vraiment monter sur leur avion et ils devaient vraiment... Non, c'était pas du tout des histoires de carburant. Pearl Harbor, c'est en 1942. Ici, on est en 1944, fin 1944. Les choses se font véritablement dans les atolls du Pacifique à partir des bases, des bases situées. Et en l'occurrence, cette première brigade, la brigade Kamikaze, c'est au bout d'une semaine de fausses alertes, de patrouilles, qu'ils finissent, qu'ils s'envolent tous les jours en se disant cette fois-ci on ne revient pas. Il n'y a rien qui leur tombe sous la dent, ils sont obligés de revenir, etc., jusqu'à ce que bon. Et par contre, ils n'étaient pas volontaires du tout. Ils étaient obligés d'être volontaires. Volontaires désignés. Oui, c'était des volontaires. Voilà, des gens qui étaient obligés. Ils étaient obligés d'être volontaires. Donc il n'y a pas, voilà. Là, on est d'accord. Alors, ce point de détail mis à part, je pense qu'il y a quelque chose de très particulier dans le fait qu'un moyen technique soit mis en œuvre pour aboutir à cette espèce d'image définitoire, image qui va paralyser. Putain, les mecs se jettent sur les bateaux, quoi. Comment est-ce qu'on peut réagir face à ça? Comment est-ce qu'on peut faire? Il n'y a aucun de nos soldats qui va pouvoir faire la même chose, etc. C'est un peu ça, au fond, le phénomène. Ça a rapport avec la mort, mais ça n'a pas rapport avec la mort au sens où tu l'entends. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que, dans le cas du terrorisme islamiste, pour mentionner celui-là, le shahid, le martyr, celui qui va se faire sauter, shahid est un mot qui désigne en fait le vivant, qui désigne la vie, qui désigne un horizon qui est un horizon de vie et pas un horizon de mort. Donc la dimension, on parle souvent de nihilisme en parlant du terrorisme kamikaze, au terrorisme suicide islamiste. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Par contre, là où il est question de dimension de mort, c'est la dimension de mort en tant qu'elle traverse l'acte lui-même, la puissance de mort qui est portée par le dispositif technique. Et c'est pour ça qui est portée par le dispositif technique à l'intérieur du monde des images. C'est pour ça que je crois quand même que les kamikazes, le kamikaze, celui qui se fait sauter, a quelque chose de paradigmatique
Par rapport au cas que tu citais, effectivement, le supplice chinois chez Bataille, le cas de ce journaliste, qui sont des tentatives, d'une certaine manière, de rentrer en compétition. Le cas du supplice chinois, c'est autre chose. Mais enfin, dans le cas du journaliste dans sa cage, qui est une tentative de rentrer, de trouver un autre moyen de rentrer dans cette espèce de compétition, de compétition des images, c'est-à-dire le moyen le plus dévastateur, le plus mortel, celui qui déploiera le plus de force, ou une radicalité dans la force qui est la plus intense. Hein. C'est-à-dire qui nous confrontera, d'une certaine manière, au plus haut degré du sublime, c'est-à-dire au plus haut degré de cette espèce d'état de possession qui nous contamine, nous aussi, d'une certaine manière. Le spectacle de l'enthousiasme devient l'enthousiasme du spectateur, à un moment donné. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une exceptionnalité, ou si pas une exceptionnalité, du moins une paradigmaticité du terrorisme kamikaze, comprise dans ce sens un peu particulier, voilà. Oui, bonjour. Concernant les attentats kamikazes, donc vous avez notamment cité le fait que c'était un petit peu concomitant avec l'apparition des explosifs et des explosifs facilement transportables et manipulables. Mais j'ai un petit peu l'impression que l'évolution un peu moderne, c'est que l'attentat kamikaze n'a plus forcément besoin dorénavant d'explosifs. Il peut se réaliser même par des moyens, on va dire, des moyens du quotidien qui ne sont pas forcément très sophistiqués, mais qui pour autant sont extrêmement spectaculaires dans leur mise en œuvre. Donc, je pense à un exemple. Bon, les attentats ne sont pas limités à 2015. Il y en a eu pendant l'été 2016, ici à Nice, le 14 juillet 2016. Et bon, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui avaient été au cœur de l'action, qui avaient risqué de mourir, qui avaient essayé de faire du secourisme sur des victimes mutilées et qui ont été, y compris quelquefois rudoyées par la police, tabassées, parce que dans la confusion, personne ne savait exactement qui était qui. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces gens-là qui étaient extrêmement traumatisés, souvent avaient eu besoin d'aller voir les vidéos sur les sites internet, les vidéos non diffusées par les grands mass médias, pour savoir ce qui leur était réellement arrivé, alors qu'eux-mêmes avaient été au cœur de l'action. C'est-à-dire, ils ne pouvaient se rendre compte de ce dont ils avaient été victimes, de ce qu'ils avaient subi, qu'en le voyant de l'extérieur à travers des médias. Et c'est un truc qui m'avait frappé dans l'histoire de ces personnes. Oui, c'est assez énorme, en fait, et c'est assez terrible. Disons, et en même temps, un psychanalyste vous dira que l'appropriation d'un événement passe effectivement par, entre autres choses, par la possibilité de le voir. C'est pour ça que la question des images n'est jamais une question qui est une question extime, mais une question qui est toujours une question intime. Je ne peux pas parler, moi, et je dois avouer que je n'ai pas envie de le faire, des victimes effectives, parce que je trouve qu'on est dans un domaine qui est de l'ordre de l'indicible. Si ça ne vous ennuie pas, je suis d'accord avec vous, je vais botter en touche sur cette part-là et je vais me contenter de la question technique, parce qu'effectivement, c'est cela dont il s'agit. Le 11 septembre, c'est des avions. Beyrouth, en 1981, c'est un camion. Les kamikazes japonais, ce sont des avions. Le saut quantique qui est opéré, c'est l'avion. Ce n'était pas la première fois que les troupes japonaises envoyaient des gens se suicider. Durant la bataille de Shanghai en 1932, les troupes chinoises et les troupes japonaises s'envoyaient à la figure des fantassins chargés d'explosifs qui allaient rouler sous le char adverse pour s'y faire sauter, ou bien allaient rouler dans les tranchées adverses pour s'y faire sauter. Ça faisait d'une certaine manière partie de l'art de la guerre. Ce qui fait la différence, c'est d'une certaine manière le véhicule qui fait opérer, oui, un saut de sophistication et permet des régimes de destruction qui sont des régimes de destruction différents. La masse de choses qu'on doit emporter, etc., etc. Donc, si vous voulez, la question technique devient le vecteur d'intensité de l'événement. Et c'est pour ça que le fait que, dans ce cas-là, dans le cas de ce qui s'est passé ici, il s'agit d'un camion, et pas n'importe quel camion en plus, c'est quelque chose, je pense, c'est quelque chose de très important. C'est jamais, si vous voulez, quand on pense attentat ou attaque, il faut arrêter de penser en tant qu'être humain
avec des intentions, qui veut faire des choses, etc. Mais il faut le penser à l'intérieur d'un dispositif qui est un dispositif techno-esthétique, pour le dire comme ça. C'est-à-dire un dispositif qui mêle à la fois un équipement, quoi, et qui mêle la question de l'effet. Sinon, voilà, je crois qu'on passe à côté de ce dont il s'agit. Et sur le fait que des personnes qui ont été au cœur des événements aient besoin de regarder des images pour se rendre compte de ce qui leur est arrivé. Oui, je vous dis, je suis pas à la place donc j'ai pas envie d'interpréter à leur place ce qui leur est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la situation, la position dans laquelle ça me place, c'est une position que je trouve trop délicate. Je peux pas. De même que je refuse d'interpréter. C'est la raison pour laquelle en fait j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire de kamikaze. C'est parce que après les attentats de Paris, puis de Bruxelles. Tous les discours que j'ai entendus étaient des discours qui revenaient sur les intentions. Ah, ils veulent, c'est une guerre contre notre civilisation, ils veulent se sauver pour je ne sais pas quoi, ils veulent ceci, ils veulent ça, ils ont telle ou telle intention. Et j'ai eu l'impression que, je ne dis pas que dans votre cas la situation est identique, hein, mais je précise, j'avais l'impression que c'était complètement passé à côté de ce qui s'était passé au sens de ce que ces gens avaient fait. Quelles aient été leurs intentions, leurs idées, leurs volontés, j'ai envie de dire qu'on s'en tape. Simplement, il s'est passé quelque chose. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de tenter de comprendre ce qui s'était effectivement passé. Dans le cas ici des victimes, les choses sont très différentes. Mais à nouveau, je n'ai pas envie de me mettre dans leur tête. Je ne suis pas dans leur tête. Et c'est impossible de se mettre dans leur tête, comme il est impossible de se mettre dans la tête du terroriste lui-même. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Le mec derrière son camion. J'ai envie de dire, je m'en fiche. Ça fera revenir personne, etc. etc. Donc, c'est assez délicat de se lancer dans cet exercice, dans l'exercice d'interprétation. Et moi, s'il y a un message que j'aimerais bien faire passer, ou j'aurais aimé faire passer, en tout cas dans l'espace intellectuel et journalistique, c'était arrêtez vos explications à la mort moelle-neu, où vous faites semblant de disséquer le cerveau d'un islamiste lambda. Vous n'en savez rien, on n'en saura jamais rien. Et c'est très bien comme ça, c'est pas grave de rien en savoir. Mais concentrons-nous sur ce qui s'est fait, et donc du coup sur ce que ça nous fait, parce que ça on peut en parler au moins. Voilà. Merci Laurent. C'était très, très touchant, très émouvant. On va t'applaudir très fort.